Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Ce mois de janvier est ponctué par un remaniement du gouvernement au Gabon. 4 mois seulement après leur nomination, certains ministres ont été éjectés de l'équipe de Raymond Donsima. Le chef du gouvernement conserve son fauteuil, mais devra désormais conjuguer avec un vice-premier ministre en la personne d'Alexandre Barrot-Chambrier, ancien candidat à la présidentielle. On enregistre des sortants, des entrants. Pourquoi un remaniement intervient-il maintenant? Quelle évaluation faire de l'équipe sortante? Quels sont les principaux défis qui attendent la nouvelle équipe qui a toutefois pris du volume? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec notre invité, Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques au Gabon et président du SOGEVAL. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, on le sait, l'objectif premier du CTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions et la restauration des institutions, pour ne pas me répéter, le portefeuille est resté intact. On l'a vu avec la ministre qui garde son portefeuille. En revanche, avec 31 ministres contre 26 pour la première équipe gouvernementale, comment comprendre l'augmentation du nombre de ministres quand on veut resserrer peut-être les dépenses? La première chose, c'est que le nombre de ministres n'est pas marqué dans du marbre au Gabon pour dire il ne faut s'arrêter qu'à 21 et non pas à 38 et non pas à 40. Si le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé avec son premier ministre Raymond Donsima d'augmenter le nombre de ministres, c'est qu'il y a bien une raison. En réalité, c'est le CTRI qui peut dire la raison avec exactitude pour laquelle ils ont décidé d'augmenter le nombre de ministres. Mais sur le plan gouvernemental, il faut quand même regarder ce qu'on a ajouté comme ministère. Je crois que le ministère emblématique dont tout le monde parle, c'est le ministère de la Planification. Et justement, on a l'occasion de parler de ce ministère puisqu'il s'agit du vice-premier ministre en la personne d'Alexandre Barrot-Chambrier. Déjà, savoir pourquoi un vice-premier ministre, pourquoi rajouter un vice-premier ministre dans ce gouvernement? Est-ce que la veste de premier ministre était trop large pour Raymond Donsima? L'arrivée de Hugues Alexandre Barrot-Chambrier peut s'interpréter de deux façons. Il y a une façon politique et une façon technique. La façon politique, n'oubliez pas que c'est quand même un leader d'un parti politique très important, ancien candidat à la présidentielle, ancien candidat à la présidence de la République, qui a soutenu Albert Ondossa et qui a participé à la création d'Alternance 2023, qui a lutté farouchement contre le président déchu. Donc, à ce titre-là, il faut associer une personnalité de ce rang pour pouvoir renforcer l'inclusivité dont parle le CTRI. C'est ça la question politique. Je fais remarquer d'ailleurs... Le pan technique. Oui, allez-y. Je fais remarquer d'ailleurs que dans ce gouvernement, il n'y a en réalité que deux véritables hommes politiques. Tous les deux ont été candidats. Raymond Donsima a été candidat, Barrot-Chambrier a été candidat. Ils étaient tous dans Alternance 2023 et ils ont tous soutenu Albert Ondossa. Donc, à ce titre-là, leur participation à soutenir le CTRI est très, très importante. Ça, c'est les raisons politiques. Et sur le plan technique, on a la planification et la prospective qui lui sont assignées comme mission. Et sur le plan technique, c'est la planification. Qu'est-ce que c'est que la planification? La planification, jusqu'à présent, faisait un tout petit peu de défaut à ce gouvernement. Et pourtant, on a vu les autorités de la transition sur le terrain. Est-ce que leurs actions n'étaient pas planifiées? Est-ce qu'il manquait un ministère, il fallait rajouter tout un ministère à ce gouvernement? Il faut dire clairement les choses. Il manquait de planification. Il manquait de planification. Le ministère de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques dans l'ancien gouvernement déchu a été dissous. Et jusqu'à présent, on n'avait pas nommé un ministre en charge de la bonne gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques. On ne peut pas conduire l'action publique sans évaluer, sans l'évaluer. Mais pour évaluer, on évalue quoi? On n'évalue pas les hommes, on évalue les politiques publiques, les programmes et les projets. Et il n'y avait pas un ministre de poigne chargé de la planification pour s'occuper de ce travail. D'ailleurs, je fais remarquer que quelle est la raison pour laquelle les 5 ministres qui ont été limogés ont été limogés? Quelle est la raison? La véritable raison, si je ne suis pas dans les secrets de Dieu, moi je crois qu'ils n'ont pas atteint les performances.
Alors, Ils revenons n'ont quand pas, même... parce qu'ils n'avaient pas de planification, pas de plan de travail ministériel. Revenons quand même sur le cas surtout le plus emblématique, et je reprends vos mots, puisque vous avez une tribune qu'on a eu coutume de lire désormais chaque matin. Hervé Patrick Opianga, c'est selon vous le plus emblématique dans les sortants de ce gouvernement Raymond Donsima I, et l'actuel gouvernement, il n'y est plus. L'opinion parlait de conflit d'intérêts puisqu'il venait d'inaugurer sa holding, on parle de la semaine dernière. Il avait été contesté comme étant infidèle d'Ali Bongo par le passé. Est-ce que tous ces faits n'ont pas pesé contre l'homme? Est-ce que c'est seulement des faits de planification, d'atteinte de résultats? Je crois que j'ai sorti un billet hier pour expliquer, pour analyser les sortants. Parce qu'il y a 5 sortants. Merci de revenir sur votre analyse. Et chacun des sortants, j'ai essayé de dire ce que je pensais. Déjà pour le cas Opianga. Voilà, par rapport à M. Opianga, moi je pense que M. Opianga, souvenez-vous, lors de sa nomination, il a été fortement contesté. Oui, étant infidèle d'Ali Bongo. Il a été fortement contesté. Et je ne suis pas étonné qu'il soit sorti en premier. Parce que, est-ce que ce n'est pas l'impact de cette contestation qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui? Voilà toute ma question. Si on y ajoute les soupçons, moi je n'ai pas de preuves, les soupçons qu'il y a un conflit d'intérêts par rapport à ses biens, par rapport à que c'est un homme d'affaires, je crois que ça ajoute un tout petit peu dans la sauce un peu trop salée. Alors, on a quand même vu enfin, l'ancien ministre des Mines signer plusieurs contrats, relancer plusieurs exploitations qui étaient à l'arrêt. Voilà. Est-ce qu'en matière de planification, en matière de résultats, il n'aurait pas remis ce secteur des mines sur les rails? Est-ce qu'il faudrait lui reprocher de ne pas avoir atteint les résultats? Nous n'avons pas encore évalué les actions de M. Opianga, mais je crois quand même que le CTRI et le gouvernement ont quand même quelques outils, quelques indicateurs, on appelle ça des indicateurs, qui permettent de dire « Ah, attention, le feu est en train de virer à l'orange, il vaut mieux qu'on arrête la voiture afin qu'elle ne continue pas. » Donc, je crois avoir analysé ce cas-là, hein, qui, je le répète, il était très contesté au départ de sa nomination. Il y a eu des soupçons peut-être de conflit d'intérêts. Et puis, n'oubliez pas, je crois qu'il est d'abord passé à votre antenne ici. Il a été interrogé ici. Oui, dans le cadre de l'émission Le Gouvernement Tout le monde surveillait à la loupe comme du lait sur le feu. Qu'est-ce que va dire M. Opianga? Et quand il est passé ici, l'appréciation a été que le gars, contrairement à ce qu'on croyait, il s'en est plus ou moins bien sorti. Il est passé à votre antenne. Mais alors, ce qui ne justifie pas sa sortie du gouvernement... Mais ce n'est pas ça l'action gouvernementale. D'accord. Ce n'est pas ça l'action gouvernementale. L'action gouvernementale, ce que fait le Premier ministre, c'est de mettre en œuvre les politiques du président de la République. Le président de la République, il dit, je veux augmenter la bourse, pour prendre cet exemple. Je veux qu'on reprenne l'augmentation de la bourse pour les élèves. Oui. Il y avait déjà un décret qui établissait la bourse aux élèves. Ça, c'est le président de la République qui dit ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un impact derrière. Et l'impact, c'est un impact politique. Il cherche un bénéfice politique, c'est ça. Il faut que les Gabonais le sachent, que lorsqu'un président de la République dit quelque chose, il y a un impact politique, il y a des bénéfices à tirer derrière, des dividendes à tirer derrière. Ça, c'est le président. Maintenant, le gouvernement fait quoi? Le gouvernement doit prendre ces déclarations, ces annonces, ces promesses du président de la République, les transformer en programme, en projet, en action qu'ils mettent en œuvre sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Mais excusez-moi, avant que le gouvernement ne mette en œuvre ces politiques qui passent en conseil interministériel et en conseil des ministres, font l'objet de projets de décret ou de projets de loi. Bien sûr. Projet pourquoi? Parce que ça doit maintenant passer à la chambre parlementaire. Et en réalité, dans une république qui se respecte, c'est les parlementaires qui décident. Le gouvernement n'est que l'exécutif. C'est comme ça que ça marche dans des pays développés. Or, ici, on confond tout. C'est le président qui a décidé si les députés sont des godillots
Ils Mais nous pensons n'ont quand pas même été que- élus démocratiquement, donc Nous pensons ils le quand même votent qu'en comme cette il doit être période à de la pause. transition, Il faut que ça s'arrête. en cette période de transition, les choses ont tendance à vouloir évoluer dans le bon sens, au niveau du Parlement notamment. Mais le Parlement actuel n'a aucune légitimité. Je Bien le dis sûr. clairement, ils ont été nommés. Bien sûr, Ils ont été puisqu'il nommés. n'y avait pas, il Un n'y avait pas Parlement nécessairement nommé le temps n'est d'organiser pas, des élections. n'est pas la représentation du peuple. J'ai entendu le président de l'Assemblée présidentielle dire un jour qu'ils sont la représentation du peuple. Le Parlement gabonais, notamment l'Assemblée nationale, n'a pas été élu. Ils ne sont pas la Nous aurons représentation du l'occasion de peuple. revenir sur Ils ces ne le sont questions pas. liées au Parlement. Mais pour revenir au sortant du gouvernement Raymond Donsima, Raphaël Ngazouzé, lui également, n'avait pas de légitimité quand il a été conduit dans la première équipe que dirigeait déjà Raymond Donsima. Et pourtant, en 4 mois, la fonction publique a recruté près de 10 000 personnes. Que faut-il lui reprocher en matière d'évaluation des politiques publiques? Non, attention, ne confondons pas les choses. Oui, Nous sommes dans un régime d'exception. d'accord. Régime d'exception veut dire les forces de défense et de sécurité ont pris le pouvoir. Ils l'ont qualifié de coup de libération. Délibération. Mais lorsqu'il y a coup d'État, normalement, les militaires concentrent avec eux le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est eux qui décident. Le pouvoir exécutif, c'est eux qui mettent en œuvre. Et le pouvoir, même s'il n'est pas vraiment un pouvoir, disons, et le pouvoir judiciaire. C'est la situation que nous vivons. Les gens l'oublient souvent, que nous sommes dans une situation d'exception. Les militaires peuvent décider ce qu'ils veulent. Pour revenir Donc, sur le cas de Raphaël maintenant, Ngazouzé. pour conduire, maintenant, pour sortir du régime transitoire, Ah oui. ils ont appelé Les les techniciens. institutions, les techniciens, pour les aider. Et parce qu'ils sont notés. N'oubliez pas qu'à l'issue de cette transition, c'est le CTRI qui sera noté. Bien sûr. Et sur le plan international, nos partenaires internationaux, les bailleurs de fonds regardent d'ailleurs, vous vous souvenez de l'histoire de la CAC, Oui. où l'Angolais vote contre pour qu'on maintienne vote Les pour qu'on sanctions. maintienne les sanctions Mais on a contre quand le même Gabon. à libre vue Et maintenu pourtant, le siège de l'institution. j'ai été expert à la CAC pendant 4 ans. Hein, il y a un texte qu'on appelle le COPAX, l'accord sur la paix. La paix et la C'est sécurité. sur ça qu'ils doivent s'appuyer. Mais cette clause n'est pas dans le COPAX. Ça, c'est sur un autre sujet. Ça, c'est un autre Petit sujet. Lambert Ovono, Raphaël Ngazouzé, on en était là. La fonction publique, près de 10 000 personnes recrutées en 4 mois. Qu'est-ce qu'on reproche à ce ministre au point de le faire sortir du gouvernement? Ben, il est un peu comme M. Hervé Patrick Opianga. Son C'est des passé rescapés de pèse sur l'ancien régime. Et quand on est rescapé d'un ancien régime, Son passé a on eu doit raison de lui. montrer sa performance. Nous avons des exemples dans ce gouvernement. Ma propre sœur s'appelle Madame Leclerc, qui est ministre de l'Éducation nationale. Elle prouve sa compétence, je suis désolé. Bon, c'est peut-être une analyse subjective, vu que vous C'est pas, parlez de pas votre, subjectif, c'est de pas parce votre qu'elle est ma propre sœur. C'est pas parce qu'elle est ma sœur. Mais pour Quand Raphaël j'ai Ngazouzé, évalué, pour le cas- j'ai évalué le problème des bourses, Pour le cas de la fonction publique, Petit Lambert Ovono. mais le ministre sortant, M. Ngazouzé, vous-même vous avez suivi. Je ne sais pas s'il y avait un représentant de Gabon 24 dans les grands dossiers qui Non, passent. ça c'est une émission uniquement de Mais voilà, la chaîne nationale. vous avez suivi sa performance. Parce que c'est un indicateur. Pour juger quelqu'un, en fait, l'indicateur de performance, c'est quoi? La performance, c'est quoi? C'est qu'on vous a confié une action à entreprendre. On vérifie si l'action a été bien conduite Ah oui. et si l'action a atteint ses objectifs. objectifs. Si ça atteint les objectifs, il y a des résultats. Ce n'est pas les réalisations seulement, les résultats, puisque c'est les résultats qui impactent les populations. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Donc on doit interroger les populations s'ils sont contents de l'action, si elles sont contentes de l'action que vous avez conduite. C'est ça le débat. Or, si vous n'atteignez pas les objectifs, si les populations bénéficiaires voient que vous balbutiez, mais attendez, c'est un indicateur, c'est quand même le peuple qui est souverain. Vous savez que les retraités sont maltraités depuis près de 15 Et on a ou vu 16 ans. la belle annonce du Et président de la transition M. Ngazouzé a été incapable qui a de dit de résoudre payer, ce problème. il va payer les rappels, le président de la transition, Mais- dès le mais mois de voilà. février Le président 2024. de la transition a dû prendre des mesures, des vraies mesures. Mais alors- Même le Premier ministre avait dit oui,
On ne peut pas faire tout d'un coup, mais je crois que le président de la transition a décidé hautement. Il faudrait satisfaire nos pères et nos mères et nous-mêmes qui sommes Oui, retraités les personnes du pour que ça troisième âge, s'arrête. Parce que effectivement. gagner 158 000, là où on avait un salaire d'1,5 million, c'est vraiment une aberration. Effectivement, on a dans ce gouvernement séparé plusieurs départements ministériels qui étaient ensemble. On a notamment le cas de la santé et des affaires sociales, on a le cas de la communication, de l'économie numérique et même de l'environnement. Le climat et le conflit en faune ont été détachés des eaux et forêts. Est-ce que stratégiquement, c'est une stratégie du gouvernement de transition pour mieux traiter les questions, par exemple, la santé et les affaires sociales? Est-ce qu'on avait l'impression que la santé était priorisée par rapport aux affaires sociales? Je crois que tout ce qui touche le social doit vraiment être étudié avec minutie. La santé est tellement importante. Je peux même dire que c'est la priorité des priorités d'un pays. Quand on est malade, on ne travaille pas, on ne mange pas, on ne va pas à l'école, on ne fait pas la politique, on ne vient pas travailler à Gabon 24. On n'est pas au gouvernement, on ne fait rien. Donc, ça doit être la priorité des priorités. Mais cette santé, au Gabon, il faut la planifier. Et je crois que le vice-premier ministre chargé de la planification va faire dans son ordonnancement, dans les priorités, mettre en place la santé. Et dans cette santé, il y a deux choses importantes. Lesquelles? Il faut éviter de mettre la masse sur le curatif. Le curatif, c'est-à-dire c'est quand on est malade, quand on va maintenant à l'hôpital. Il faut faire le préventif. Tous les pays développés font le préventif. Quand des enfants arrivent à 14 ans, ils ont un bon gratuit de l'État, puisque c'est un problème de santé publique, la dentition. Ils vont consulter le dentiste. C'est l'État qui prend en charge. Quand les femmes vivent, on sait que le cancer du sein et de l'utérus est un problème de santé publique. Il y a un bon gratuit pour que les mamans, nos filles, partent consulter. Donc, il y a des problèmes de santé publique. Et ça, c'est la prévention. Moi-même, quand j'étais petit, je me souviens, ma mère nous faisait les bouteilles de Nivaquine. La Nivaquine venait en sachet, on mettait dans les bouteilles, on buvait tous les matins avant d'aller à l'école. Aïe, comme c'était amer. Donc, c'était le préventif et on n'avait pas la malaria, on n'avait pas le palu. Aujourd'hui, tout le monde grelotte chez le palu parce qu'ils ne prennent pas de préventif. Il faut un accent, une masse importante à mettre par le gouvernement sur la santé préventive. Mais à côté du préventif, il y a quand même l'absence de structure, de proximité. Il y a également l'absence de matériels médicaux dans les hôpitaux. Excusez-moi, ce n'est pas un problème de structure, de proximité. Mais quand je buvais la Nivaquine, est-ce qu'il y avait un hôpital, il y avait un centre de santé? C'est ma mère à la maison qui avait la bouteille parce qu'il y avait une éducation à la prévention. Je crois que cet aspect manque. Maintenant, sur le plan social, puisque c'était votre question, sur le plan social, il faut bien que quelqu'un paie derrière. D'accord? Il faut bien organiser, manager le problème de santé. Quand l'État va donner un bon gratuitement pour aller se faire dépister, où l'État récupère la ressource. À tout le monde, il faut bien que quelqu'un paye. Mais qui paye? C'est nous, c'est les contribuables qui payent. Donc, il faudrait qu'on organise cet aspect-là, que comment va fonctionner la mutualisation. Mais alors, on a déjà la CNAMGES où il y a des Gabonais économiquement faibles qui sont supportés par le secteur privé. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Il faut l'évaluer. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Il faut l'auditer. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Il faut la contrôler. C'est pour ça qu'on salue la création du contrôle général d'État, dont l'ordonnance a déjà été votée par une loi. On attend maintenant les nominations. Mais il y a également la mise sous gestion privée de la CNAMGES et de la CNSS. Est-ce que ça viendra également arranger les choses dans ces caisses-là? Non, je répète que la gestion elle-même, c'est un problème. Mais je dis d'abord la planification. C'est ce qui est important. Dès qu'on a fini de planifier, on donne maintenant à ceux qui mettent en œuvre, ceux qui réalisent. Ça, je ne minimise pas. Mais l'aspect le plus important, c'est ça la stratégie, c'est la planification. Et c'est pour ça, en mettant Hugues Alexandre Barrault-Chambrier, c'est l'homme qu'il faut
à la place qu'il faut. Selon parce Petit qu'il a Lambert le Ovono. profil requis. Ah non, mais je peux démontrer. Il a le profil requis. Il a l'expertise requise. Il a l'aura internationale et il a un soutien populaire. C'est un homme politique. À côté de la question de la santé, pour vous, quelles sont les priorités auxquelles devrait s'attaquer, notamment dans la planification, le CTRI? Et là, je vais critiquer un peu le CTRI. Mais allez-y, on est sur un plateau de télévision. Le CTRI, je ne sais pas s'ils ignorent ou bien ils font semblant. La priorité des priorités à Libreville, c'est l'eau. L'eau. Il manque l'eau. On a vu pourtant le projet Tépal avec les autorités déchues. Ne me parlez pas. J'ai débattu avec M. Bidibizé et je crois que c'est à ce moment que je vous ai connu. Oui. N'est-ce pas? Et je lui disais qu'il n'y a pas de politique publique concernant l'énergie et l'eau au Gabon. La priorité à Libreville, c'est l'eau. Je ne comprends pas pourquoi on va d'abord mettre des milliards sur un autre sujet au lieu d'abord de prendre 200 milliards pour donner l'eau en un mois aux Librevillois. Comment on arrive à donner l'eau aux Librevillois si les conduites sont défectueuses? Si les Gabonais ne sont pas capables de le faire, on n'a qu'à appeler les Israéliens. Mais ça a été le cas lorsqu'on a mis en place la société de patrimoine. Il faut l'eau, madame, il faut l'eau. L'eau est vitale. Oui, c'est-à-dire, vous pouvez avoir des routes cassées, mais si vous n'avez pas l'eau, vous ne vivez pas. Mais avec les routes cassées, vous vivez. Avec l'électricité coupée, si vous avez l'eau, vous vivez, surtout vous les femmes. Et vous êtes d'accord avec moi que pour apporter l'eau dans les ménages, il faut également refaire les installations, ce qui était l'un des objectifs du projet Tépal, qui n'a pas atteint ses résultats. La SG n'a pas des techniciens compétents. Mais la SG a sorti à la Société du patrimoine. Des Norvégiens. Lorsqu'on a goudronné Libreville en 1977, moi je suis d'ici, j'étais là, c'est au Toput. On est parti chercher le président Féomar Bongo est parti chercher les Yougoslaves. On est capable de le faire. Oui. On n'a qu'à faire des sacrifices, prendre 200 milliards pour mettre de l'eau à Libreville. Pour régler la question de l'eau. Après la question de l'eau, certains parlent de l'éducation, d'autres parlent de l'emploi. Qu'est-ce qui pourrait être des priorités, vous, en tant qu'évaluateur des politiques publiques et même des routes, puisque le Gabon, aujourd'hui, toutes les routes sont en train de s'effondrer. On n'arrive plus à parcourir une province à une autre sans avoir un éboulement de terre. Mais le problème, c'est que nous voulons tout faire en même temps. Et la planification, c'est quoi? C'est justement déterminer les priorités. Oui. Tout n'est pas prioritaire. Vous allez là-bas, l'école est prioritaire, la santé est prioritaire, la sécurité est prioritaire, l'alimentation. Non, tout n'est pas prioritaire. Dans les prioritaires, il y a un classement. Oui, allez-y. 1, 2, 3. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces chiffres. C'est pour montrer que c'est d'abord ça qu'on fait. Oui. Ensuite ça. Parce que si le CTRI continuait dans l'élan où le président de la République, il impulse, mais c'était au gouvernement de dire, nous, pour mettre en œuvre, nous commençons par ci, et ils vont voir le président de la République en lui montrant les rapports qu'on appelle les rapports d'évaluation ex ante. Ex ante veut dire avant la mise en œuvre. Pour lui dire, monsieur le président, en réalisant ça et ça, voilà celui qui aura le plus d'impact. Ce projet aura plus d'impact auprès des populations que tel autre. Pourquoi? Parce que derrière, le président de la République lui-même a un intérêt. Il a un bénéfice politique, c'est ce que j'ai dit. Il a un bénéfice politique. Et il y a des indicateurs politiques. Si les élèves sont dans la rue parce que la bourse n'a pas été payée comme le président le veut, qui en prend un coup? Qui prend un coup? C'est le président. On va dire le président a mal fait, tout ça. Donc il y a des indicateurs. Et le meilleur indicateur, c'est les réactions des populations. À côté de toutes ces questions sociales, et ce sera peut-être la question de fin, il y a le chronogramme du CTRI. Pour ce chronogramme, le CTRI a planifié les choses. Ils se sont donné 2 ans. On parle du dialogue national en avril, ensuite l'adoption de la Constitution, le référendum et peut-être l'année prochaine les élections générales. Quel est votre commentaire sur ce chronogramme du CTRI pour terminer? D'abord, la priorité des priorités, le premier objectif que le CTRI s'est fixé, c'était un objectif politique. L'objectif politique veut dire le retour du pouvoir aux citoyens, à l'ordre constitutionnel. Et pour le faire, ils ont mis un chronogramme. C'est cela le chronogramme dont on parle. Si vous regardez bien dans ce chronogramme,
il est marqué, on fait appel aux contributions. Au mois d'avril, on fait le dialogue national. Ensuite, on met en place la constituante, on rédige la constitution, on la soumet au référendum, on fait ensuite le code électoral et au mois d'août 2025, on passe aux élections. C'est ça le chronogramme. Tout ça, c'est politique. Mais pendant ce temps, est-ce qu'on va rester sans s'occuper de l'école, sans s'occuper de la route, sans s'occuper de l'alimentation? C'est pour ça que le CTRI a quand même dit, écoutez, nous sommes Gabonais, nous allons nous aider du gouvernement, nous allons nous aider du Conseil économique et social. D'ailleurs, je vais m'arrêter 2 minutes sur le Conseil économique et social. Parce que nous sommes au le terme Conseil de cette économique émission. et social, son rôle, c'est de recueillir les besoins et les attentes des populations, en faire un recueil. C'est ce recueil qu'ils envoient au gouvernement et c'est avec ça que le gouvernement doit concevoir les politiques publiques. Et nous osons croire qu'ils sont actuellement en train de travailler dessus. Merci beaucoup, petit Lambert Ovono, d'être passé sur ce plateau spécial de Gabon 24. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques, président du SOGEVAL. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau et on espère vous revoir très vite. Merci. Au revoir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.